Zula Majid, j'ai entendu que tu as fait beaucoup de conférences sur l'Innayer. Je veux bien justement, tu vas nous expliquer un petit peu en détail l'origine du Innayer, s'il te plaît. Bon, ma première question, comment le Innayer est né? Et tout qui tourne autour du Innayer. Je ne sais pas si tu as compris la question ou pas. Oui, bonjour Moukran. Avant d'aller directement à Innayer, la naissance de Innayer et ses rites, il faut quand même le replacer un petit peu dans le contexte très lointain, historique, et pour introduire comment est-ce que Innayer est apparu. Il faut qu'on remonte très loin, c'est-à-dire même au paléolithique supérieur. Parce que jusque-là, les chercheurs ont fixé en quelque sorte le peuple berbère, tout simplement, en tant que communauté, en tant que tribu, en Afrique du Nord. Bon, on disait, ça remonte à peu près à là. Et bien sûr, le berbère, il est comme tout le monde. Donc l'évolution du monde, l'évolution technique, scientifique. Et avant le néolithique, donc on parlait de paléolithique, l'humain, l'homme, de manière globale, vivait de la chasse et de la pêche. Donc c'est ce qu'on appelle, il est dans une économie de prédation. Ah, d'accord. Et avec le néolithique, après le néolithique, on passe à une économie de production. Et là, il y a eu ce qu'on appelle, les chercheurs, disons, appellent la révolution néolithique. En cette période-là, il y a eu naissance de l'agriculture. C'est-à-dire l'humain commence à domestiquer la flore, les plantes, et de l'agriculture. Ouais. Et l'agriculture a bien évolué, et l'Afrique du Nord, la Berbérie, elle n'est pas en reste. Donc, en Afrique du Nord, il y a... Et là, le berbère, en tant que peuple, en tant que communauté, il est devenu, par la force des choses, paysan. Voilà. Il est devenu paysan, donc qu'il maîtrise toutes les techniques de l'agriculture. Et entre toutes les techniques de l'agriculture, il y a eu donc la gestion du temps. Il faut qu'il maîtrise la gestion du temps. Et donc, qui dit gestion du temps, dit quelque part mettre des jalons pour suivre le temps. Et là, donc, le berbère, en s'intéressant comme l'homme, d'une manière générale, à l'évolution donc des plantes, des arbres, de la nature, tout simplement, et vivant en symbiose avec la nature, tout simplement, et il a mis des jalons, il a jalonné le temps. Il a créé donc un calendrier propre à lui, un calendrier agraire. Et le calendrier agraire, il l'a divisé en périodes, en grandes périodes. Et ce calendrier agraire, à l'origine, il doit être peut-être le même, parce qu'il n'y a pas une communauté berbère très vaste, donc automatiquement c'est limité quand même à un espace bien précis. Le calendrier agraire a subi des évolutions par rapport au lieu, par rapport au climat. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un seul calendrier agraire. Il y a plusieurs calendriers agraires. Donc le calendrier agraire qu'on trouve en Kabylie, ce n'est pas le même que celui qu'on trouve au sud, chez les Touaregs, ou au Maroc, parce que la situation géographique, le climat change. Donc automatiquement, il y a différents
Voilà, justement. calendrier agraire. Et il y a quelque chose de fondamental, c'est la grande période qu'on appelle l'Inneir. Celle-là, on la trouve dès l'origine. Voilà, c'est ça. On la trouve dès l'origine. C'est une période, donc, qui, le berbère l'a fait démarrer au solstice d'hiver. Voilà. Et le solstice d'hiver, par rapport à maintenant, dans le calendrier agraire, c'est autour du 21-22 décembre. Mais si on pousse plus loin, on peut le situer autour du 25. Du 25 dans l'ancien calendrier. Et donc, il y a une Neir qui fait démarrer la grande période agraire, lui-même se scinde en deux grandes parties. Ce qu'on appelle les soirs, les nuits froides noires et les nuits froides blanches. C'est lié au climat, c'est lié. Bon. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc tout ce qui se passe au début de cette grande période qu'on appelle l'Inner. Voilà. Alors, l'Inner est tellement important dans la culture du paysan, du berbère d'antan, donc il l'a chargé de beaucoup de significations. Et il l'a chargé de rites. Beaucoup de rites autour de l'Inner. Donc ces rites, on peut les englober. Tu veux dire aussi les coutumes, tout ça. Oui, tu sais tout ça, oui, c'est tout ça. Vas-y, ouais. Tout ce qui tourne autour de l'Inner, donc les rites et les coutumes, qu'est-ce qu'on fait, je vais expliquer en détail Voilà, vas-y. tout ça. Vas-y. Et moi, dans mes recherches, bon, j'essaie d'englober tout cet ensemble de plusieurs rites, il y en a plein. D'accord, on t'écoute. En trois grandes catégories. Vas-y. Les rites de nettoyage, les rites d'abondance et de partage, Voilà. les rites de passage et les rites d'alliance. Je m'explique. Donc les rites de nettoyage. Au début de l'Inneir, le berbère d'antan, il va se mettre à nettoyer toute sa maison. Voilà. Toute sa maison, et il va repeindre sa maison, tout ça, l'embaumer avec des herbes, ainsi de suite. Il va changer les pierres donc du foyer, de la cheminée, ce qu'on appelle les inil. Il va les changer parce que c'est très important, le foyer de la cheminée est très important. Si tu me permets, pourquoi je te demande nettoyer? Pourquoi juste à la période du Neir qu'on nettoie? Non, ça c'est le grand nettoyage, bien sûr. Il nettoie régulièrement. Je vais y venir. Donc, pourquoi? Donc, on démonte le métier à tisser, parce que le métier à tisser, dans les familles berbères, il y a un métier à tisser, on le laisse là toute l'année, la femme s'en occupe. À temps perdu, elle vient, elle fait le travail des champs, elle fait le travail de la maison, elle vient, elle travaille un petit peu sur son métier à tisser. Donc le métier à tisser, il est là toute l'année, il est monté, et il faudrait l'enlever. Voilà. Donc il faudrait en quelque sorte rendre l'espace propre pour justement, pour accueillir, on va le voir plus tard dans les rites d'alliance, pour accueillir donc les âmes errantes, c'est-à-dire les morts dans notre culture ancienne. Voilà. La mort en quelque sorte n'existe pas, elle existe physiquement, mais l'âme rôde autour du vivant, elle est là, et le jour de Yenneir, elle revient sur terre, elle vient sur terre, elles apportent de la bénédiction, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il fallait enlever le métier à tisser parce que les âmes errantes, donc, quand elles viennent, elles risquent de s'entremêler dans le métier à tisser. Il faut leur préparer la propreté, ainsi de suite. Voilà. Donc, tu vois un petit peu pourquoi est-ce que... bon, les rites, le deuxième groupe de rites, c'est les rites d'abondance et de partage. Là, c'est là qu'intervient le Ibn Sidi Neir.
c'est-à-dire le dîner. dîner du premier jour de Yenayel. Voilà. D'accord. On va voir bien plus tard, donc, dans l'exposé, on le situe autour du 10 janvier actuel, 12-13 actuel. On t'écoute, il n'y a pas de souci. Et donc, dans le Ibn Sinina, le dîner du premier jour de Yenayel, on prépare Voilà. un grand couscous. Et avec toutes des légumes secs. Pourquoi le couscous légumes secs, tout ça? Parce que d'abord le couscous c'est lié à l'agriculture, au blé, et parce que le couscous qui gonfle à la cuisson. Donc les légumes secs Voilà. qui gonflent, donc tout ça, pourquoi ça présage, si tu veux, de l'abondance à venir des récoltes. Voilà. Parce que, j'ai oublié de le souligner, ce Yenayel, si tu veux, il fait démarrer le début de la grande période des semailles et des moissons. Donc, il va y avoir des récoltes à venir, donc il faut présager des bonnes récoltes, ainsi de suite. Et c'est un rite de partage, et là, donc, il faut partager. Effectivement, voilà. Je parlais des âmes errantes, je parle des morts, des morts qui sont là autour. Donc, il faut partager avec eux. Voilà. Et là, on déborde symboliquement des petites quantités à droite à gauche, dans les lieux saints, dans le moulin à grains qui est important pour le berbère. Donc, tous les lieux, disons, qui sont gardés par des anges. Il faut partager le couscous. Bon, l'explication scientifique rationnelle, c'est tout simplement, le berbère étant un animiste, donc il est en symbiose avec la nature, c'est pour partager tout simplement sa manger, sa bouffe, sa nourriture, avec les oiseaux, avec la nature, tout simplement. Bon, ça c'est l'explication effectivement rationnelle. Et donc là c'était les rites d'abondance et de partage, parce qu'on présage l'abondance de la future récolte, ainsi de suite, et de partage parce que c'est un dîner familial. Donc, toute la famille, la grande famille va venir partager donc le dîner. C'est comme Noël ici, dans le christianisme, hein, tout simplement. Voilà. Et il y a quelque chose d'assez particulier chez dans le berbère d'antan. Moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà trouvé cette pratique. C'est ça ce que tu argumentes, voilà. C'est que quand on dépose à manger, eh ben, les absents, on leur met à côté les cuillères pour signaler leur présence, même s'ils ne sont pas là. D'accord. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est un dîner de partage et de communion en même temps. Voilà. Donc, on communie avec toute la... Les absents. Avec les absents, avec toute la famille la plus large possible. Alors, le rite de passage. Le rite de passage, c'est tout simplement, d'abord, Yenayel marque le passage d'une période des labours à une période des semailles et des moissons. Donc, ça marque ce passage. Voilà. Aussi, pendant les premiers jours de Yenayel, parce que Yenayel, il faut se dire, ça prend beaucoup de temps. Hein. C'est pas seulement le premier jour, ça prend longtemps, parce qu'il y a des jeux, il y a beaucoup de choses. Je vais en parler tout à l'heure. Des jeux, Et donc, je disais, donc, les rites de passage, c'est en ce moment-là, par exemple, le petit garçon, quand il arrive, sa famille sent qu'il est devenu homme, bon, à l'âge de 7 ans, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 4 ans, chacun, c'est là qu'ils vont lui faire sa première coupe de cheveux. Donc il devient adulte, en quelque sorte. Il passe de la période d'enfant à la période adulte, c'est-à-dire, c'est là, c'est un rituel de passage. Voilà. Bon. Et voilà, il y a tout ça, il y en a encore d'autres
je ne connais pas, moi. J'essaie d'essayer de résumer tout ce que je connais, tout ce que j'ai pu trouver, mais il y a des... Parce qu'il faut se dire, chaque région, donc, a ses petits rites qui viennent en quelque sorte festoyer Noël. Hein. Donc, tu vois. Si tu me permets, comme dans la tradition, moi personnellement j'ai entendu parler, lorsque justement le garçon, la première fois qu'il va sortir dehors, il va y aller au marché avec son père ou bien son grand-père pour acheter une tête de bœuf. C'est vrai ou pas? Si, c'est vrai. Il y a justement, c'est ce jour-là quand on lui coupe les cheveux, son père lui achète effectivement une tête de bœuf. C'est pour, si tu veux, présager, en quelque sorte, donc, son enfant, il va devenir le chef du village. Ah, voilà, c'est ça. La tête du village, c'est pour ça que c'est la symbolique de la tête. Voilà, c'est celle-là. La signification. La signification de okay. Et on va revenir, si tu veux poser des questions là-dessus. Oui, il n'y a pas de souci, puisqu'on a tout notre temps. D'accord. On t'écoute. Le dernier groupe de rites que j'appelle d'alliance, voilà. Le rite d'alliance, c'est quoi? Et là, donc, puisqu'il y a un retour des âmes sur Terre, on tisse des alliances avec donc on les fait participer par la bouffe, on leur donne à manger, en plaçant des petites quantités dans des endroits censés être des endroits, donc des anges gardiens, et on symbolise par les masques, parce que les enfants, quand on parle de la fête, Boafif, c'est les masques qu'on trouve dans la fête chiite à Ashura. Mais à l'origine, c'est pendant il n'y a que les enfants se confectionnent des masques avec un burnou, s'ils mettent un masque. Chacun il y va par son imagination pour les masques. Après les masques, voilà. Et donc ils vont courir dans les ruelles du village et demander des œufs, tout ça. Bon. Et il y a quelque chose d'assez significatif et qui rappelle justement un petit peu le passage, on parlait du passage, du rite du passage de génération en génération. Alors, le petit enfant va quémander des œufs, il frappe à la porte. Donc il prononce son... Il va frapper à la porte des voisins. Des voisins du village, la famille, tout. Et donc, et là, qui va ouvrir la porte? C'est ce qu'on appelle la vieille de la maison, la plus âgée. Donc c'est la vieille qui va ouvrir la porte, elle le regarde, lui bien sûr, derrière son masque, il connaît qui c'est. Et il y a un petit jeu comme ça de questions-réponses qui se réalise entre donc la vieille et le garçon. La vieille, elle pose des questions, elle essaye donc de comprendre à travers ses réponses, ses gestes, qui il est, qui est derrière le masque. Pour découvrir ce qu'il y a. Pour découvrir qui est derrière le masque. Si elle le trouve, donc, elle va un tout petit peu le punir, elle ne va pas lui donner autant qu'il a demandé quand même. Voilà, qu'il a demandé. Si elle ne le reconnaît pas, lui c'est des masques, après elle sera obligée de lui donner plus. D'accord. Mais au niveau de la symbolique, c'est ce qu'on appelle donc le passage d'alliance, le passage le rite de passage et d'alliance. Et à travers, on tisse au fait, c'est la génération à venir et la génération, disons, sortante. Donc ils se tissent, parce que des fois, des discussions qui tiennent 10 minutes sur des sujets importants, oui, ben voilà. Donc ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de beaucoup de choses. Ça fait partie de la société de l'époque. Alors, ouais. Donc, il y a
ce qui symbolise le plus donc les masques, Voilà. c'est le carnaval de Tlemcen qui dure une semaine, qui se fait en Yenneyer, au moment de Yenneyer. Car c'est connu, le carnaval de Tlemcen, et ben, tout le monde sort masqué, ainsi de suite, ça se fait. Parce que donc la période de Yenneyer, comme c'est une période de froid, Voilà. donc les gens s'immobilisent, ils ne sortent pas leurs bêtes, ils restent, ils vivent en société, et il y a tous les, comment dirais-je, donc toute la société en elle-même, elle bouge sur d'autres, c'est pas seulement sur du travail, donc sur des activités culturelles, tout ça, et c'est pour ça qu'on assiste à des jeux comme ça, des carnavals, et il y a même des jeux, par exemple, du côté des Aurès, ils développent un jeu de fléchettes. On faisait une sorte de fléchette chez nous, ce qu'on appelle en kabyle l'arkiz. Donc c'est des petits boîtons, on fait en respectant toute une réglementation du jeu, et il apparaît venir dans la période. Donc tout ça, c'est une période d'activité culturelle en quelque sorte. D'accord. Voilà. Voilà, sur cette période, donc, comment il est né, j'ai oublié quelque chose. Tu aurais dû me faire penser. C'est le dîner de Yenneyer. J'allais penser du repas du Naya, Voilà. le dîner. J'allais te dire, j'attends que tu finisses. Voilà. Voilà. Voilà, vas-y, maintenant, le repas du Naya. Ouais, je reviens dessus. C'est sur cette question de volaille. Voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire, ma question, pourquoi c'est le volaille, c'est pas un lapin, c'est pas un mouton, c'est pas... Voilà. Et en plus, le volaille, c'est le mâle, c'est pas la femelle, ce n'est pas la poule. Voilà. Oui, bon. Pourquoi cette histoire de volaille dans le dîner de Yenneyer? Eh bien, tout simplement, en hommage à l'ancien dieu berbère, c'est le dieu Amon. Le dieu Amon, c'est le premier dieu berbère. C'était dans la cosmologie berbère. Comment ils expliquent la naissance de l'humanité, de l'univers. Voilà. Donc ils te disent, Amon, il était une loi. Il était une loi. Il a pondu un œuf, l'œuf originel. Voilà. Cet œuf-là a donné naissance à l'univers. Voilà. T'as compris? Et donc, c'est en quelque sorte, c'est le Big Bang expliqué donc, par les berbères, avec leur façon d'expliquer la naissance de l'univers. Voilà, la création de l'univers. Voilà. Et ce dieu Amon, avant symbolisé par une loi, on retrouve, en hommage à lui si tu veux, donc la volaille, qui a évolué après. C'est plus après c'est devenu un corps, maintenant c'est des poules, ainsi de suite. Donc voilà un peu la symbolique de la volaille dans Ibn Sinin. Que le dieu Amon va plus tard évoluer, ils vont le symboliser par un bélier, avec ses cornes, ça rappelle un petit peu. Ça rappelle un petit peu les rayons du soleil. Donc parce qu'il y a eu un mariage, on va en parler si tu veux tout à l'heure, si on va parler de Sheshlar peut-être. Et j'arrive justement, j'arrive. Et ensuite donc le dieu Amon, qui est devenu dieu Amon-Ré, le dieu soleil, et on retrouve cette symbolique des cornes du truc, on retrouve les rayons du soleil à travers les cornes du bélier. C'est pour ça qu'il est... Après, on symbolise par le bélier le dieu Amon. Voilà. Quand il était dieu Amon-Baal, parce qu'il y a le dieu Baal, c'est le dieu des Phéniciens, à un certain moment aussi, avec l'arrivée des Phéniciens en Afrique du Nord, il y a un mélange des dieux aussi. Une sorte d'alliance entre eux. Et plus tard, Amon est devenu Amon-Ré avec les Égyptiens. Voilà. Avec Akhenaton qui... voilà. Donc, vous voyez comment est-ce que le dieu Amon a évolué dans le... Voilà. Si tu as encore d'autres questions avant de passer aux grands axes qui vont suivre sur ces questions de rituel, si tu as encore d'autres questions. Bon, pour l'instant ça va le rituel, mais si tu veux, on va passer à une autre question, s'il te plaît.
C'est-à-dire comment Inaël est-il venu actuellement le calendrier civil par rapport à, tu vois, cette différence-là de 1969. Comment il a pu glisser, oui. Voilà, comment qu'il est né a pu... Bon, tu vois, j'ai expliqué donc il est né dans le calendrier grec, voilà. Comment qu'il est né, comment qu'il a pu glisser dans les calendriers civils. Voilà, c'est ça la question. Alors tout ça, donc il faut effectivement s'intéresser à la naissance des calendriers civils et leur évolution. Bon, le premier calendrier civil qui a été mis en place, c'était Jules César, à la veille, d'ailleurs, un an avant sa mort, qu'il l'a mis en place. Et en 45, avant Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Donc lui, pareil, il est confronté à cette gestion justement du temps dans sa société, pour prélever les impôts, tout ça. Il se cassait un peu la gueule en utilisant des mots un peu populaires. Il ne savait pas quand est-ce prélever l'impôt, des fois, parce qu'ils avaient des calendriers qui ne font pas exactement une année solaire, ainsi de suite. Donc il y a des décalages. Et ça crée des problèmes de gestion de la cité. Et Jules César, qu'est-ce qu'il a fait? Par décret d'ailleurs qu'il a fait ça. Il a fait venir un spécialiste de l'astronomie, un Égyptien. Un Égyptien d'origine grecque, il vivait à Alexandrie, il s'appelle Socygène. Ce spécialiste, donc lui, il a travaillé déjà sur l'astronomie égyptienne, tout ça, il a pu saisir, approcher tout au moins, l'année solaire, l'année du soleil, pour mettre en place une calendrier. Voilà. Et lui, il est venu, il dit, voilà, Jules César, voilà comment il faut ériger un calendrier. Donc, il faut partir sur l'année solaire qui est de 365 jours et un quart. Et il a monté son calendrier, il a dit voilà, et c'est bon, ils ont érigé un calendrier avec des mois, tout ça, il y avait des mois par avant, ils ont ajusté tout ça avec des mois de 31 jours, 30 jours, ainsi de suite. Mais on ne peut pas, une question de commodité qui se pose. Voilà. Parce que 365 jours et un quart, on ne peut pas les gérer. Comment on va diviser un jour par 4? C'est pas possible. Et là, ils ont donc imaginé l'année bissextile. Donc l'année bissextile, c'est 365 jours pendant 3 ans, et la 4e année, on fait 366 jours, on rattrape l'écart qu'on avait perdu antérieurement. Donc, voilà comment qu'ils ont. Et ce calendrier avait l'air de bien fonctionner. Très bien, on maîtrise le temps, et le prélèvement d'impôts, les paysans ne se sont pas lésés, tout de suite. Oui, quand on prélève l'impôt, il y a la récolte qui sont arrivées, ainsi de suite. Donc, ça a calmé les problèmes de la cité. Donc, c'était bien. Mais, la question, c'est que Socygène, d'accord, il a approché, pour lui, il était convaincu, il était sûr, que l'année solaire, c'est 365 jours et un quart. Or, elle ne fait pas exactement ça. Elle fait moins que ça. Elle fait moins que ça. Elle fait exactement 365 jours, 24 et quelques poussières. Donc, il y a un décalage de quelques minutes. Oui, sur le champ comme ça, sur une durée d'1 an, quelques mois, on ne la sent pas. Mais quand on étale ça sur la durée, sur des siècles, ça se répercute. Et voilà, il y a un décalage. Un décalage entre le calendrier julien et les pratiques qu'ont les religieux, en ce moment-là, les pontifes, parce que eux, Jules César leur a promis que le printemps allait tomber le 25 mars. D'accord. Il leur a promis, donc régulièrement, ça va être le 25 mars,
l'équinoxe le 25, le solstice le 25 décembre. C'est pour ça que le premier glissement de Yelnayer sur les repères en quelque sorte civils, comme ça, historiques, ils ont commencé là déjà. Le berbère a fixé au solstice d'hiver le commencement de sa grande période de Yelnayer. Bon. Et les religieux du temps de Jules César, les pontifes, et ils ont constaté que, ah non, finalement, dans leur calcul, il y a un non, ça ne va pas, parce que leur Pâques, il ne synchronise pas avec le calendrier julien. Alors ils ont crié, ils leur ont dit, ah non, c'est pas possible. Ce calendrier, il n'est pas rationnel, il n'est pas juste, il n'est pas scientifique. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que notre Pâques, finalement, on a promis le 25, il tombe le 21, le 22, ainsi de suite. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore une sorte d'embouteillage dans la société. Et le grand Constantin, donc l'empereur de Rome, au IVe siècle, il a fait un concile. Le concile, c'est comme tu diras, une grande assemblée qui s'échelonne sur quelques jours, même voire quelques mois, des fois les conciles. Donc, ils discutent des problèmes de société. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait en ce temps-là? Ils ont supprimé les 3 jours, qui étaient en décalage. D'accord, voilà. Au lieu que ça tombe le 24 et le 25, disons, leur Pâques, parce que leur Pâques, ils calculent par rapport à l'équinoxe du printemps, je crois 15 jours après l'équinoxe. Donc ils ont vu qu'il y a un décalage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé qu'il y a un décalage de 3 jours à peu près. Ils les ont supprimés. Voilà. Ils ont redémarré à 0. C'est-à-dire, chaque siècle, on perd un jour. Et au bout de 45 avant Jésus à 325, il y a à peu près 3 siècles, on a perdu 3 jours. Voilà. Il y a un décalage de 3 jours. Et justement, et c'est reparti. Le calendrier est reparti comme ça. Voilà. Finalement, sur les mêmes bases que de Julien. On n'a pas résolu le problème du décalage. Ouais, ça reste et il a évolué au bout du XVIe siècle, en 1582. Encore les religieux de l'Église, et ils ont vu effectivement ce calendrier qui est censé cadrer, rationaliser le temps. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un décalage de 10 jours. Ah, d'accord. Alors, exactement, ils ont fait la même chose qu'avait fait Jules César en 45. Grégoire, un religieux, a fait venir des spécialistes, il a fait une commission de travail sur cette question-là. Il faut résoudre le problème du temps. Et ils se sont intéressés au calendrier julien. Ils ont constaté qu'on perd un jour par siècle. Et ils ont trouvé la faille. Ils se sont dit, eh ben voilà les 10 jours, comment on les a perdus. Parce que finalement, on ne touche pas exactement l'année du soleil. La vraie année du soleil, on ne touche pas. On est loin. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme astuce? Ils ont enlevé les 10 jours. Voilà. D'accord? Et il ne faut pas refaire la même sottise, donc entraîner au le retard. Alors eux, ils ont trouvé une astuce. Ils se sont dit, puisqu'on perd un jour, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tous les siècles qui sont divisibles par 4, ça c'est mathématique dans l'ensemble des naturels, on va les conserver, c'est des années bissextiles, on va les conserver. Sinon, alors, tous les siècles, donc ils ont commencé en 1582, 1600, il est resté année bissextile, donc déjà ils ont gagné un jour. En 1700, ils ont supprimé l'année bissextile. Plutôt ils ont gagné, c'est là qu'ils ont gagné un jour. En 1800, année
et les papes bissextiles, ils ont gagné 2 jours. 1901, ils l'ont supprimé comme année bissextile, ils ont gagné 3 jours. Et 2000, année bissextile. Voilà. Donc ils ont gagné les 3 jours, les 3 jours de retard Voilà. sur l'année bissextile, qui les ont gagnés. Et c'est pour ça maintenant, le calendrier grégorien, il est beaucoup plus juste Voilà. que le calendrier julien, mais il est toujours, lui aussi, est toujours en retard par rapport à l'année réelle du soleil. Voilà. Mais c'est pas tellement gênant parce que c'est juste quelques secondes, tout ça, ça ne se voit pas un petit peu sur la gestion du temps. Pourquoi j'ai dit tout ça? Mais où est-ce qu'il est dans tout ça? Alors le génie populaire, le génie populaire. Donc, voilà. le génie populaire, ils ont incrusté Iner dans le calendrier julien, que lui-même a été entraîné dans le calendrier le calendrier grégorien. Donc, les 3 jours du début du calendrier julien, de décalage, et les 10 jours, ça fait les 13 jours de décalage Voilà. par rapport. D'ailleurs, on le fait le 13-12, le 13 jours. Parce que dans les calculs, ça ne fait pas 13 jours. Ça fait 12,8, ainsi de suite. Bon, à peu près 13 jours. Voilà. Et c'est pour ça maintenant, en fait, il y a un 13 janvier, hein, et la veille, le 12, on fait le dîner de Yéner, le Mensin Yéner. Voilà comment il est glissé. Parce qu'après, le calendrier n'est plus utile. Il est venu se glisser dans le calendrier civil, qu'on peut appeler civil. Voilà. Juste un détail, si tu me permets. Oui, bien sûr. Pourquoi on fait une séminaire le 11 janvier ou bien le 12 janvier? Parce qu'il y a des débats, on entend souvent, les gens disent le 11, les gens disent le 12. Eh ben, normalement, dans la tradition, pour respecter les 3 jours, on dit le dîner de Yéner, on le fait durant les 3 jours, à chacun son choix. Voilà, exactement. Bon, généralement, alors on dit comme ça, c'est chez nous, je me rappelle de ma mère, elle me disait, c'est-à-dire il a 3 jours pour le faire. Alors chacun, et c'était ces 3 jours. Donc que tu le fasses le 10, le 11, le 12, c'est pas important. C'est pas important. Tu vois, voilà. Bon, alors on le fixe maintenant au 12. Voilà. On le fixe au 12 pour essayer d'harmoniser. Voilà. D'harmoniser le calendrier. Si tu veux, harmoniser la fête du Et en parlant justement de cette harmonie, je vais dire une chose qui est très importante. La société berbère ancienne, elle tenait par cette harmonie des rituels, des fêtes, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'elle s'est sauvegardée, c'est comme ça qu'elle s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, si tu veux, comment est-ce que ce Yéner, il est fixé au 13 janvier ou le 12, le 12 ou le 13. Bon, voilà à peu près comment qu'il est venu se glisser. Voilà, maintenant, on parle de Yéner, c'est comme tu dis le 2 janvier, mais comme tu dis, c'est les berbères, tout ce qui s'ensuit, mais c'est qui exactement pour décider, c'est le 2 janvier, c'est Yéner, voilà. C'est le 2 janvier, à partir du 2 janvier. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire le 2 janvier. Pourquoi c'était le 2 janvier? C'est qui a décidé d'aller de tout à l'heure, un grand connaisseur. Non, mais maintenant. C'est l'Académie. Non, il ne faut pas mélanger. Non. C'est pas sur Yéner. Non, tu veux parler sur l'année. Sur l'année, ouais. Sur l'année 950, c'est pas sur Yéner. Ah oui, non. Oui. 950. J'ai compris un peu ta question. C'était pas Yéner, il a son histoire, tout ça. Mais tu veux dire le 2969, l'année berbère. L'année berbère. En quelque sorte, comment expliquer cette histoire de 1900? Eh bien, c'est là, comme je te dis, il n'a rien à voir avec Yéner, mais Yéner après s'est glissé, bien sûr, comme pour démarrer. Là, cette histoire de 1969 actuelle, cette année-là,
Eh bien, il faut remonter, si tu veux, au travail que l'Académie berbère a travaillé un petit peu cette idée de calendrier, mais pas beaucoup. Hein. Après l'Académie berbère en 1978, l'Académie berbère a cessé. A cessé, pas officiellement, parce qu'officiellement, il n'y a pas eu de dépôt de statut, il n'y a rien, donc, d'assemblée extraordinaire pour dissoudre l'association. Non, il est resté officiellement et toujours, voilà, toujours là. Mais l'activité a cessé, parce que Messaoud, elle a été extradée, tout ça, d'ici. Comme c'est quand même, qu'on ne veuille ou pas, c'est lui le pilier de l'Académie berbère, c'est lui qui l'a maintenu. Donc l'Académie a cessé. Mais les militants de l'Académie, de son côté, a continué le travail. Et il y avait quelqu'un que j'ai eu la chance et le plaisir de connaître, c'est Armand Gadi. Armand Gadi, c'est quelqu'un qui s'intéresse, les Chaouir, c'est un Aurassien, et il est mort, perd son âme, et il s'est intéressé à cette histoire de date. D'accord. Parce qu'un peuple a besoin d'une date historique. Tout à fait. Il lui faut un repère historique. C'est tout à fait normal. Alors, Armand Gadi, qu'est-ce qu'il a fait dans ses petites recherches à droite, à gauche? Et il s'est dit, tiens, il y a un événement très important dans l'histoire berbère, c'est la prise de pouvoir en Égypte par un berbère. C'est-à-dire, pour la première fois, un berbère est devenu pharaon. Parce que il y a des relations entre l'ancienne Berbérie, l'Égypte ancienne, tout ça. Il y a toujours des relations. Là, en Libye, il n'y avait pas de frontières, comme maintenant, de toute façon. Donc, il y a des relations assez intenses entre les pharaons et les berbères. Et Chachilak a pris le pouvoir. Comment il a pu prendre le pouvoir? Justement, voilà, tu vas expliquer comment il a pris le pouvoir. Voilà. Bien. Alors, Chachilak, il a pris le pouvoir. D'abord, il était militaire dans l'armée des pharaons. Il était devenu un responsable très gradé, c'est comme tu diras un général, quoi. Donc, et ça ne lui suffit pas pour prendre le pouvoir. Il a la légitimité de force militaire. Voilà. Il a derrière lui des troupes. Mais il lui faut quelque chose. Parce que quelque chose d'assez important, c'est la filiation. Et la filiation, c'est comme maintenant, plus maintenant, au temps de la monarchie, la filiation se faisait d'une manière familiale. Même l'Angleterre, bien sûr, elle se fait d'une manière familiale. Et bien, au temps des pharaons, la filiation, elle est très importante. Alors, Chachilak, il a marié son fils à la fille de Psousnès, qui était un pharaon très puissant, au temps de Chachilak, justement. D'ailleurs, c'est le pharaon qui a régné depuis, je crois, 40 ans, Psousnès, Psousnès II. Oui, je crois que c'est Psousnès II, Psousnès I. Là-dessus, je ne peux pas m'aventurer, un Psousnès. Et là, il a les deux légitimités. De Ramsès II ou... Non, Psousnès, pas Ramsès. Non, parce que je n'ai pas entendu. Psousnès. Donc, et il a les deux légitimités. La légitimité par la filiation et la légitimité par l'armée, par la force, ainsi de suite. Et il a fondé une dynastie, parce qu'il faut avoir une dynastie aussi avec soi, la 22e dynastie, qui est réputée, qui est connue dans l'histoire, et il a pris le pouvoir comme ça en Égypte. Il est passé pharaon. En quelle année qu'il a passé? En 950 avant Jésus. Ah, d'accord, en 1950 avant Jésus. Oui, c'est pas tout à fait en 950, parce que, en quelque sorte, donc c'est en 947, 48, tout dépend des chercheurs. Il y a certains qui le limitent en 946, d'autres en 947, d'autres en 948. Bon, alors on revient à cette question de commodité, avec cette histoire de 367 jours et un quart de l'année. Voilà. Donc, Armand Gadi, qu'est-ce qu'il a fait? Pour fixer dans la tête des gens, c'est plus facile, il a pris 950. 950 avant Jésus. C'est là que... Il a commencé à... Et il se dit, on va fixer le calendrier
Le calendrier, non, on ne peut pas dire calendrier berbère. C'est le calendrier julien et grégorien. Tout simplement. Nous, on va le faire commencer en 950, voilà. si tu veux. En 950, avant Jésus, bien sûr. Et on remonte dans le temps en sauvegardant les 13 jours là, de différents calendriers. Et on retrouve maintenant, tu prends l'année 2000, on est en 2019. 2019, voilà. Tu rajoutes 950, tu vas tomber à 2969. 69, c'est ça, en calculant bien, parce que j'ai la tête qui chauffe, que je ne me trompe pas. C'est pas grave, c'est un petit débat question-réponse. Et voilà comment est-ce que l'année de 2969, comment elle a pris naissance, si tu veux, en 950 avant Jésus. Voilà. Tu vois un peu. Et, bien sûr, dans toute cette histoire, on prend après Yenneyer, on le colle à... Voilà. Donc c'est pour ça maintenant les Berbères, ils ont un calendrier. C'est le même. Non, on a un repère historique. On n'a pas le calendrier, c'est le calendrier julien. Il est en décalage le calendrier grégorien, pardon, qui est en décalage de 13 jours. Ouais, je présente. Voilà, parce que le vrai calendrier berbère, enfin les calendriers berbères, c'était les calendriers agraires. C'était les calendriers agraires. C'était les calendriers agraires. D'ailleurs, ils étaient justes. C'est le plus juste. Elles étaient justes parce que c'est des repères naturels qu'ils ont pris. Voilà, donc en suivant l'évolution de la nature, les pousses, les bourgeons, les feuilles, les arbres, la lumière, les ombres, tout ça, et c'est en fonction de tout ça qu'ils ont fait leur calendrier agraire. Donc c'est le calendrier qui est le plus juste par rapport à la nature. Tout à fait. Voilà. Et chacun l'adapte dans la région où il est. Voilà. Tu comprends? Parce que voilà. Des régions nord. Voilà, c'est ça. Donc en fait, les calendriers grecs, c'est des calendriers par contre circulaires, donc ils n'ont pas, c'est pas linéaire comme les calendriers juliens et grégoriens, c'est pas linéaire dans le temps. Donc c'était juste pour la période d'une année. Voilà, donc on revient toujours au même départ. Voilà, donc c'est un cycle. C'est un cycle annuel. Voilà. Donc le calendrier agraire, c'est un calendrier circulaire ou cyclique d'une année. Voilà un peu. Voilà le problème. Si tu as encore d'autres questions à poser. Oui, donc ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute. Ah ben c'est bien. Plaisir, c'est bien. Juste peut-être maintenant, justement, parce que ces derniers temps, on a remarqué une ailleurs, tu sais, ça est devenu juste comme ça. Devenu commercial. Voilà. Oui. Justement, est-ce que tu peux dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, à la période d'Innayer? Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes, notamment? C'est-à-dire, Innayer, effectivement, il faut quand même lui garder son originalité, son identité, tout simplement. C'est vrai, quand en fait il est dans des grandes salles telles qu'on a connues cette année avec Yidir, donc c'est important pour faire connaître notre identité. Voilà. Parce qu'un événement comme ça, tout le monde se pose la question, tout le monde nous regarde. Voilà, d'accord. Mais il ne faudrait pas trop l'éloigner de sa vraie identité, de son essence, qui est, donc c'est une histoire aussi. Voilà, dans son histoire. Voilà. Et parce que on fait un repas de communion, c'est là qu'on se regroupe en famille, voilà. Tout ça, en rappelant un peu tous les rites. Bon, on ne va pas rappeler les rites anciens, mais tout simplement, on va l'adapter. Et là, il faut quand même ne pas perdre, parce que si on perd toute cette identité de Yenneyer, tout ça, eh ben, tout simplement, on le folklorise. Voilà. Et c'est pas bon. Après, ceux qui vont venir, pour eux, Yenneyer, c'est un gala, je sais pas moi, à la coupole, ou un gala à la mutualité, ou un gala à Bercy. Et ils ne sauront pas comment il est venu, et comment est-ce qu'autour de Yenneyer, il y a quand même un peuple.
C'est le peuple amazigh, c'est le peuple berbère. Il a toute une histoire derrière. Bah, voilà. c'est ça, Si on le folklorise, on va oublier tout ça. D'accord. Voilà. Je te remercie Merci. infiniment, Majid.